Nous sommes le 10 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur votre radio, Watt FM, également sur votre télévision interactive True TV. Bienvenue à cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que tout simplement, nous avons pris la précaution de ne jamais rien condamner sans jugement préalable et c'est tout un plaisir que de vous retrouver en cette autre journée. Merci encore une fois de votre fidélité. Alors ce matin, je vous partage une pensée de l'écrivain, poète et slammer Suleiman Diamankan qui dit ceci: si quelqu'un te parle avec des flammes, réponds-lui avec de l'eau. Et sache que le seul combat qui se gagne, c'est ce duel qui devient duo. Bonne méditation et bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité, deux juges au siège bien en place. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Président Sanfo, bonjour Juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bienvenue à tous les deux et merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Alors, encore une fois, on porte un jugement sur l'actualité et ce matin, nous avons décidé de parler donc de la fête de l'indépendance du Burkina Faso, programmée donc être célébrée ce 11 décembre 2020 dans la cité du paysan noir à Banfora, région des Cascades, et qui semble, vous le savez, devenir problématique puisque des fils et filles de la région ont commencé à donner de la voix, interpellant les autorités au report de la célébration. Une pétition a d'ailleurs même été initiée à l'attention donc du président du Faso à cet effet, et en lieu et place, les initiateurs proposent juste une simple prise d'armes à Ouagadougou, quitte à revenir en 2021 pour une célébration plus conséquente. Et pour comprendre les mobiles donc de cette action, nous avons convoqué les initiateurs de cette pétition et nous avons l'assurance de la présence de son porte-parole, Monsieur Mélégué Traoré, qui sera donc avec nous dans quelques instants à cette émission, le tribunal de l'actualité. Pour l'instant, voici les avant-propos avec les juges au siège. Je me retourne donc vers les juges au siège pour entendre les différents avant-propos du jour. Commençons par Bernard Bougma. Merci Président. Moi j'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est Amadou Toumani Touré, qui n'est plus, donc l'ancien président du Mali, 72 ans, qui aura également marqué le Mali à travers le coup d'État qui a eu lieu, qui a renversé le général Moussa Traoré, qui a conduit la transition et qui est allé après troquer les galons de général contre la tunique de l'homme politique et qui a réussi à effectivement se faire élire en remplacement de Alpha Oumar Konaré, qui avait également été élu après la transition malienne dirigée d'ailleurs par ATT. Donc ATT, dont on retient également qu'il avait réussi ce qu'on appelait la démocratie consensuelle. En son temps, toute l'opposition avait accepté accompagner le nouveau pouvoir. Soumaïla Cissé, qui était en poste à Ouagadougou, donc l'UEMOA, qui avait été battu d'ailleurs par ATT à l'issue des élections de mai 2002. Donc en 2004, il prend l'UEMOA Ouagadougou et puis bon, ça jouait également sur sa carrière politique et sur son parti parce que étant très loin, et donc ce gars également, Toumani Touré avait réussi à faire. Mais c'est aussi quelqu'un qui a eu un mandat inachevé parce qu'à quelques mois de la fin de son deuxième mandat, qui était également la fin de son en tant que président du Mali, il a été renversé par le coup d'État de Aya Sanogo. La suite, on la connaît, exil puis retour. Et puis bon, l'on apprend qu'il est décédé à Istanbul. Et donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est beaucoup de courage à sa famille biologique, à sa famille politique, nos condoléances. Mais c'est aussi quelqu'un qui aura marqué l'histoire du Mali. Marqué aussi l'Afrique en disant non à l'invasion de la Libye. Parce qu'il avait dit, il ne faut pas taper la Libye, parce que si vous tapez la Libye, on allait avoir des problèmes parce qu'en tant qu'État, Kadhafi a tout fait pour effectivement rassembler ces messieurs-là, mais ce n'était pas aussi évident. Et donc, si la Libye tombe, ce n'est pas évident par rapport à pouvoir contenir les questions de terrorisme. Les Africains, les Sud-Ouest, ceux de l'Afrique de l'Ouest ont fait la sourde oreille. Certains pays d'ailleurs n'entendaient pas parler. Chacun avait argué le fait que c'est le Mali qui ne maîtrisait pas son territoire, alors que c'est très grand, c'est un vaste pays. Et donc, quand les combattants libyens revenaient, pour certains, c'est le Mali qui est pour eux. Et il avait dit le Mali seul ne pourra pas contrer une telle situation. Il fallait faire en sorte que Sarkozy ne tape pas. Sarkozy a tapé.
certains pays comme le Burkina Faso ont très rapidement reconnu ceux qui ont tapé sur la Libye, mais la suite aussi on la connaît. Aussi le Sénégal, voilà. Sous Ouattara. Oui, je parle des voisins immédiats du Mali. Et donc aujourd'hui, alors c'est très rapidement, voilà la situation également que nous avons. Beaucoup d'armes sont rentrées, beaucoup de combattants qui étaient dans l'armée libyenne ont rejoint le grand nord du Mali. Et puis bon, voilà ce que on a aujourd'hui comme conséquence. Donc l'histoire aussi retiendra que c'est quelqu'un qui a eu le courage de dire et de prévenir. La suite, c'est comme je l'ai dit, on la connaît. Donc qu'il le pose en paix. Et puis bon, la lutte maintenant contre le terrorisme continue. Mais je pense que les Africains devraient réfléchir également par deux fois par rapport à ce genre de situation. C'était mon premier avant-propos. Le second avant-propos, c'est pour féliciter, quand c'est bon, il faut le dire, féliciter le BBDA, donc dirigé par Wali Bara, qui effectivement a mis en place un système par rapport à cette campagne électorale, parce qu'il y a des artistes qui vont aller effectivement pour la prestation, et donc qui a mis en place un système de caution, j'allais dire. Paiement des redevances. Voilà, paiement des redevances, c'est pas caution, paiement des redevances, qui vont de les gros utilisateurs, puisque c'est en fonction des artistes que vous allez aligner. Les gros utilisateurs, c'est 5 millions. Les moyens, ceux qui sont moyens, c'est de 1 million à 3 millions. Et les petits utilisateurs, de 100 millions à 500 millions. Ça dépend du nombre d'artistes que vous allez enrôler durant toute cette période de la campagne. J'ai dit c'est un bon point parce que d'abord c'est une première. Claude Siard d'ailleurs, RFI avait dit que c'est inédit. Et donc sur le continent africain. Donc c'est un bon exemple que le Burkina aussi a envoyé, qu'il faut reconnaître et puis féliciter. Nous avions dit que si pour se marier on vous demande un certificat de résident, donc vous devez monter patte blanche vis-à-vis des impôts. Votre véhicule, vous devez également montrer que vous êtes à jour de la taxe sur les véhicules à moteur. Pour un certain nombre de documents, on vous demande ces papiers fiscaux. Pourquoi pour la présidentielle et pour les autres élections, on ne demanderait pas aux uns aux autres de faire preuve de leur certificat de résidence et de s'ils sont à jour, donc pour qu'il y ait un quitus fiscal, pour dire qu'ils sont à jour vis-à-vis du fisc par rapport à leurs biens immobiliers et tout. Mais jusqu'à présent, on n'est pas encore arrivé là. Mais c'était une occasion aussi de prendre de l'argent avec des gens aussi qui en ont. Et donc, c'est une initiative du BBDA qui fait pâlir et qui fait qu'à école. Et j'ai dit, c'est un bon point qu'il faut reconnaître également à cette période électorale et féliciter. J'ai dit, je ne félicite pas tout le BBDA pour toutes les initiatives. Mon message, il est clair. Par rapport à cette initiative, il faut reconnaître que quand même c'est salutaire parce que c'est salué au-delà de nos frontières. Et donc, bon point au BBDA, félicitations, en tout cas pour cette initiative. Même si le syndicat, le SYNAMIP, continue aussi de taper sur le BBDA en termes de gestion, dont on parle d'opacité dans ce... Pourtant, j'ai été précis dans mon message. Oui, j'ai dit ce ne sont pas les autres aspects de la gestion. C'est un bon point quand même parce que les artistes vont aller prester. Quand vous avez une activité aujourd'hui à la Maison du Peuple ou bien un spectacle quelque part qui doit venir, où il y a un artiste qui doit venir, si vous allez jouer en fond sonore, si vous ne versez pas la redevance, vous avez le BBDA sur votre dos. Ceux qui se sont essayés également savent de quoi il s'agit. Donc, je pense que c'est cette initiative. Maintenant, pour les autres aspects, on peut en parler. D'accord. Merci à vous de nous partager ce regard sur ces deux sujets d'actualité, le décès de ATT et également les initiatives donc, au niveau du BBDA. Geoffroy Vara, c'est à vous. Merci Président. Moi j'aurai deux avant-propos. Je vais commencer juste à côté avec la Côte d'Ivoire. On a Alassane Ouattara qui est encore en train de faire face à beaucoup de mouvements dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes du pays. Et c'est dans ce contexte-là qu'il a lancé un appel à un dialogue et il voudrait rencontrer Henri Konan Bédié dans les jours à venir. Et ça, c'est déjà une bonne volonté parce que ce dialogue-là, c'est ce que tout le monde a appelé de tous ses voeux. C'est justement par la discussion que sûrement les acteurs politiques ivoiriens pourront peut-être changer ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais c'est dans un autre contexte, le contexte d'arrestation plurielle, notamment de figures de l'opposition, avec la vidéo qu'on a pu voir après ces informations qui faisaient état de ce que Afin Guessan serait décédé et tout, après son arrestation. Bon, la vidéo ici, c'est vrai, on voit Afin dans le même t-shirt qu'il portait lors de sa dernière apparition et sans ses lunettes traditionnelles qu'on lui connaît. Et puis
rassurant sa famille et presque répétant un texte qui lui était donné par ceux qui le filmaient, parce qu'on les entendait eux. Et puis ce sourire-là, on connaît bien Afinguessan. Je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il sourit habituellement. Donc on sait que la situation elle est vraiment difficile pour lui. Et puis bon, personne ne sait vraiment où il est. Et c'est dans ce contexte-là que les hommes politiques ivoiriens doivent se parler. C'est une obligation de se parler pour pouvoir au moins descendre les crispations qu'il y a aujourd'hui, essayer de colmater les brèches possibles, parce que les clivages sont vraiment profonds. On a l'habitude d'élections qui soient chez nous des virages dangereux, et pour la Côte d'Ivoire ça l'a été, et on a l'impression que l'onde de choc c'est chaque 10 ans, mais on espère que les Ivoiriens pourront sortir par le haut, et c'est le moins qu'on pourrait souhaiter. Mais c'est dans un contexte difficile dans tous les cas que ce dialogue-là, s'il a lieu, suffira. J'ai dit 2 avant-propos. Le deuxième avant-propos que j'ai concerne la France. On se rappelle, si ma mémoire elle est bonne, c'est le 16 octobre, la sortie du président français sur les caricatures, notamment de figures religieuses. Et concernant Mohamed, on dit que la France n'allait pas arrêter de caricaturer et tout. Ça a eu la réaction qui pour beaucoup n'était pas une surprise. Un monde musulman qui a montré de façon très claire son désaccord et son mécontentement suite aux propos du président français. Et on se rappelle encore de Recep Tayyip Erdogan qui avait demandé que l'on boycotte les produits français. Mais je pense là en avant-propos parce que on a aussi un discours français qui est en train de changer. Face au monde musulman, on a, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, un émissaire qui était du côté du Maroc. C'est des gros intérêts qui sont en train d'être gérés maintenant. Il y a d'autres pays vers lesquels la même France, des pays musulmans, est en train d'asseoir un genre de diplomatie qui n'est pas un revirement à 180 degrés pour ce qui est de ce discours-là sur la caricature de Mohamed, mais qui n'est pas loin de cela. Dans tous les cas, on a un bon virage. Je ne sais pas si c'est à droite ou c'est à gauche, mais c'est à ne rien comprendre. Et il y a certes l'émotion et la fermeté, parce que c'était un discours tenu en mémoire de l'enseignant qui avait été décapité pour avoir montré à des élèves des caricatures de Mohamed. C'est-à-dire que le discours qu'on a maintenant tranche d'avec forcément celui plein d'émotion et de détermination qu'on avait eu le 16 octobre. Parce que, à la vérité, il y a des intérêts au-delà de tout économique et politique dans les rapports entre la France et ces pays musulmans qui pèsent de par le pétrole, de par beaucoup d'autres choses. Et ça, c'est vraiment une réalité. Et ça montre que souvent en politique, il y a le terrain qui dicte la manœuvre. Mais maintenant, pour terminer sur le plan de la question de la caricature, c'est vrai qu'on a souvent à regarder de façon à défendre la liberté. Ça, c'est un fait. Mais il y a aussi qu'il faut rappeler aussi qu'à un moment donné, quand on parle de Charlie Hebdo, ça avait un autre nom, c'était Harakiri en son temps. C'était sur la caricature de De Gaulle que le journal a été contraint de fermer. Oui. C'est sur une caricature que le journal a été contraint de fermer. Donc le regard n'est pas seulement de se dire il y a liberté, mais comment on exprime ces libertés-là et comment on fait pour ne pas heurter. Parce que si on a fermé parce qu'on a caricaturé quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un regard aussi à avoir sur la question des caricatures dans son ensemble. Je ne veux pas refaire le débat ici, mais je pense que ça c'est des choses aussi qui sont bonnes à rappeler. Même quand ils sont revenus, Charlie Hebdo, ça rappelle un peu la question de la caricature, c'était celle de De Gaulle, je crois. Oui. Charles de Gaulle. Donc ça dénote la réalité des choses. Et je pense qu'on devrait garder ça aussi en esprit de temps en temps lorsque on veut dire que tout est liberté, alors qu'il y a aussi des sentiments qu'il ne faut pas heurter. Mais je pense que tout peut s'aborder, mais ça dépend de comment on l'aborde. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Merci bien, Président. J'ai été long, désolé. Non. Je pense que c'est à comprendre des avant-propos très intéressants à partager à cette émission, le tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci de votre fidélité. Revenez donc au programme de Tri TV, également de Watt FM. Alors, à présent, nous allons parler de notre principal sujet à cette émission.
émission, on vous l'a annoncé déjà en introduction, comme parlant donc de la fête de l'indépendance du Burkina Faso, qui, vous le savez, chaque année est célébrée le 11 décembre dans une ville choisie par les autorités en place. Et cette année, c'est la cité du paysan noir Banfoura, donc dans la région des Cascades, qui accueille donc les festivités. Et sauf que ça semble devenir problématique, ces 2 jours, en tout cas, on voit des fils et filles de la région qui ont commencé à donner de la voix, interpellant les autorités en charge donc de la célébration du 11 décembre dans cette région au report de la célébration. Et on a aussi vu cette pétition à l'attention du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en tant que premier responsable du pays, a donc été initié à cet effet. Et les initiateurs en lieu et place proposent une simple prise d'armes à Ouagadougou de façon symbolique, quitte à revenir en 2021 pour une célébration plus conséquente. Alors nous avons souhaité comprendre les tenants et aboutissants de cette initiative, cette mesure donc, et nous avons certainement saisi les initiateurs, représentés ce matin par l'honorable, on va dire le président, puisqu'il a été président de l'Assemblée nationale, ancien ambassadeur, Mélégué Traoré, qui est en train de s'installer à cette émission, le tribunal de l'actualité, pour nous entretenir sur cette action. Excellence, bonjour à vous. Bonjour, et bienvenue. Bonjour. Merci de répondre à notre convocation puisque vous êtes au tribunal de l'actualité. C'est pas simple de se réveiller à 8h vu votre âge. Oh, c'est pas à cause de ça. C'est les embouteillages plutôt. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. On peut quitter en un quart d'heure, on arrive. C'est ça qui m'a fait. Depuis la part d'eau, il y a trop d'embouteillages. Mais c'est pas grave. On a pensé à l'âge en se disant certainement. Pourquoi vous n'êtes pas véritablement en repos définitif? Vous avez donné tant pour le Burkina Faso en tant qu'ambassadeur, en tant que président de l'Assemblée nationale, et vous êtes toujours actif sur le plan politique et autres, et aussi à votre centre parlementaire qui est aussi très actif. Pourquoi vous ne prenez pas votre retraite? Parce que je suis Mélégué. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Parce que je suis Mélégué. Non, j'estime que dans un pays pauvre, on ne doit pas se reposer. Je dois travailler tout le temps. Je continue à me réveiller à 4h30 le matin de toute façon. Wow. Je n'ai pas changé sur ce plan. Autre chose qui m'intrigue, vous dites parce que je suis Mélégué, depuis un bout de temps, on n'entend plus l'autre prénom, Maurice, se joindre à votre appellation. Il semble que vous avez formellement défendu, nous certainement les journalistes, à ne plus le dire. Ah non, je ne peux pas vous le défendre, vous êtes libre. Mais pourquoi vous avez choisi de le supprimer? Ah non, parce que Maurice ne fait pas partie de... D'abord, ça ne fait pas partie de mon identité, ça c'est la première chose. Ça ne figure pas dans votre prénom? Non, dans aucun document officiel chez moi il y a un Maurice, ni l'acte de naissance, ni le certificat de nationalité, ni la carte d'identité, non, c'est venu parce que à l'époque nous étions dans les écoles missionnaires et on était contraints d'aller au catéchisme régulièrement, et puis surtout à la fin du CM1, on était obligé d'être baptisé. Donc on nous a tous baptisés fils de musulmans, d'animistes, il n'y avait pas de différence. Alors les fils de musulmans, dès qu'on a quitté la 3e, les parents leur ont interdit de suivre le christianisme. Nous, les enfants des animistes, nous sommes restés. Mais beaucoup ont... Tout le monde n'a pas eu l'attitude radicale que j'ai eue, mais quasiment tout le monde a eu la même démarche, c'est de dire on n'a pas choisi ces noms. On a choisi ce nom, mais ce n'était pas notre option de départ. Et beaucoup ont préféré s'en tenir à leur nom originel, c'est comme ça. Mais déjà à ma 4e, je suis même plus souple maintenant. À partir de ma 4e, quand vous m'adressiez une lettre et il est écrit Maurice sur l'enveloppe, je ne réalisais pas. Je me suis adouci après. Ah bon? Ah oui, je me suis beaucoup adouci après. Donc c'est uniquement ça, mais je n'ai rien contre le christianisme. Le christianisme et l'islam, maintenant, il faut les considérer comme des religions africaines, tellement elles ont duré ici. Tellement elles ont duré. Je pense que c'est vrai, à l'origine, elles ont été importées, mais aujourd'hui, on ne peut plus les considérer comme la simple colonisation arabe ou européenne. C'est plus que ça. Ça fait partie maintenant de la vie sociale en Afrique. Je crois qu'il faut prendre acte de ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'on a été et ce qu'on a toujours été. D'accord. Une autre question de généralité. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de votre action donc dans le sens du report du 11 décembre dans votre région des Cascades, mais on peut aussi questionner votre attachement à cette région et à votre village, parce que ailleurs et à la culture, ça. Et à la culture. Ça. Ailleurs, on voit
que les personnalités, qu'elles soient en tout cas gouvernementales ou autres considérations, une fois à la retraite, retournent dans leur village, s'y installent pour gérer les affaires courantes donc de ces affaires là. Mais on voit que vous êtes toujours à Ouagadougou. Non, je suis à Ouagadougou simplement parce que mes activités principales sont à Ouagadougou. Je ne peux pas aller implanter un centre qui s'occupe de tous les parlements d'Afrique, on ne peut pas l'implanter à Kankalaba. Mais quand je suis à Ouagadougou, je me sens chez moi. Je suis ici depuis 1967. Depuis 1967, je suis devenu chef scout grâce aux scouts d'ici. Ce n'était pas grâce aux scouts de vers chez nous. Et j'ai été élu commissaire général des scouts en 72-75 grâce aux chefs scouts d'ici essentiellement. Donc je me sens aussi... j'appartiens autant à Ouagadougou qu'à Kankalaba, ça c'est sûr. D'accord. Autre question de généralité, Bernard Bougma? Non, moi j'en ai pas. Geoffroy Bara? Bon, une seule. C'est parce que vous avez permis cette brèche-là avec votre première question. Notre invité dit qu'en Afrique, quand vous êtes dans un pays pauvre en tout cas, il faut travailler tout le temps. Mais il y a ceux qui... Il n'est pas normal que quasiment chaque mois on a des jours fériés. C'est vrai qu'il y a ça, mais c'est pas sérieux. Je pense qu'il le mettait en lien avec peut-être votre âge, mais il y a beaucoup aujourd'hui, quand on entend beaucoup de jeunes qui parlent de changement générationnel ou de transition. Quel est vous qui êtes de cette génération, à votre avis? Comment est-ce que ça doit se faire? C'est dans la rupture? Comment est-ce que ça doit se faire? Non, même si on voulait la rupture, on ne pourrait pas. Parce que la dynamique sociale, ça ne se décrète pas. Il n'y a pas de chiffres pour ça. Et ce n'est pas des calculs mathématiques. Il n'y a pas de changement générationnel décrété à un moment donné. C'est-à-dire, il n'y aura jamais un jour où on dira désormais c'est telle génération qui vient. C'est la dynamique sociale, et elle est irréversible, qui va amener ça. Donc, moi, je n'ai pas le doute que ça va se faire. Et c'est en train de se faire progressivement dans les partis, dans les administrations. À mon avis, ça, pour moi, c'est un faux problème dans le sens qu'on a l'air de croire qu'il y aurait d'un côté des anciens qui sont opposés à l'arrivée des jeunes et dans l'autre des anciens qui, eux, ont tendance à dire non, les jeunes, ils veulent coûte que coûte forcer. Mais je pense que ça ne se passe pas comme ça. Il faut rester dans le cadre de la dynamique sociale. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. La vérité, c'est que ça ne peut pas être autrement. Ça va venir. Alors, à ce moment-là, chacun a un rôle. L'énergie se trouve du côté des jeunes. La connaissance, généralement, c'est du côté des anciens. Et les anciens doivent être prêts à aider aujourd'hui les jeunes à monter. Vous savez bien que dans mon parti politique, j'ai fini par retirer mon nom de la liste. J'ai refusé aussi d'être tête de liste à la Léraba en expliquant que les jeunes m'ont suivi pendant 30 ans dans toutes les brousses possibles des cascades. Je n'ai pas aujourd'hui le droit d'aller les bloquer sur une liste, c'est pas possible. Donc c'est pour cette raison que j'ai refusé à ce niveau. Et j'estime qu'aujourd'hui mon rôle, comme celui de tous les anciens, est d'être principalement un support aux jeunes. C'est comme ça que la société peut avancer, on ne peut pas avancer autrement. D'accord. Parlons maintenant de ce pourquoi vous êtes devant notre tribunal de l'actualité. Où il y a ce souhait donc d'un report de la célébration du 11 décembre. Mais ce n'est pas la première fois qu'on parle du report, puisqu'en 2015 également, on a connu un report donc... et en 2011. En 2011, voilà, justement. Et cette année, c'est une année électorale. On peut dire que les autorités n'ont pas eu forcément cette présence d'esprit, mais en même temps aussi on peut vous reprocher de n'avoir pas attiré leur attention sur les mobiles qui sont aussi soulevés. Non, comment ça s'est passé? Moi-même je suis dans les comités d'organisation du 11 décembre, des festivités du 11 décembre. C'est vrai qu'on a commis une erreur originelle que nous relevons d'ailleurs dans la pétition au chef de l'État. C'est qu'on aurait dû tirer les leçons de ce qui s'est passé en 2015. C'est-à-dire la coïncidence entre la campagne électorale, d'élection couplée, avec la préparation, surtout dans la dernière phase des festivités. Là, il y a eu une erreur certainement. Je ne suis pas en train de dire que c'est les autorités seulement qui ont commis l'erreur, c'est nous tous qui n'avons pas été assez vigilants. On aurait dû réfléchir, on aurait dû se rappeler ce qui s'est passé en 2015 et qui avait fait qu'on a reporté. Parce que quand vous allez à Banfora actuellement, il n'y a personne qui s'occupe du 11 décembre. Tout le monde est aux élections. Et ça va durer jusqu'au 22 novembre, mais pas seulement. Supposons qu'il y ait un deuxième tour. On ne sait même plus quel sera le calendrier, parce que si on a un deuxième tour,
il est clair que ça va coïncider, en gros. Je parle des périodes. Mais même s'il n'y a pas un second tour, entre la proclamation des résultats définitifs, entre les recours qui vont être déposés, après la proclamation des résultats provisoires, et le temps que le Conseil constitutionnel travaille et finalement tranche, on va se retrouver inévitablement dans la confusion. Il n'y a pas de doute. C'est pour cette raison que l'argument de la campagne électorale était un argument important, c'est clair. En tout cas, si vous allez à Banfora, moi je suis revenu de Banfora avant-hier, si vous allez à Banfora actuellement, personne ne se préoccupe du 11 décembre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous allez dans la ville, probablement 75% de la population souhaite le report. D'accord. Bernard, allez-y. Oui, donc la raison principale, c'est la coïncidence avec la date, non, y a pas que ça. L'année électorale. Non, il n'y a pas que ça. Mais cela semble être le motif principal. Non. Non, d'ailleurs, nous n'avons pas commencé par ça. Nous avons commencé par dire ceci. Là, il faut voir que la réflexion a commencé quand le corona est venu. Parce qu'avant le corona, on n'avait pas beaucoup de problèmes, ni d'état d'âme d'ailleurs. On peut nous le reprocher, c'est vrai. Puisque je vous dis, moi, je suis dans l'équipe qui mobilise les ressources pour la fête, etc. Quand le groupe vient de Banfora, qu'il se réunit à Ouagadougou, c'est au centre parlementaire chez moi qu'on se réunit. Les audiences qu'on a eues avec le président de l'Assemblée, le chef de l'État, j'y étais comme membre du groupe dirigeant. Mais c'est depuis le corona qu'on a commencé à s'inquiéter. Un certain nombre d'entre nous ont commencé à poser la question: est-ce que nous pourrons tenir? Et puis surtout, quand on a vu que le gouvernement a renoncé à la Semaine nationale de la culture, a renoncé au Tour du Faso, a renoncé au CIAO, forcément il y a un problème. Il y a un problème, et c'est à ce moment-là, donc, notre premier argument c'était ça, c'était de dire: est-ce que nous sommes les seuls au monde à avoir un médicament contre le corona? Partout on reporte ce genre d'événements. Et c'est la raison pour laquelle autour du Burkina, il n'y a quasiment aucun pays qui fête cette année. Ils ont pratiquement tous reporté. Je suis en contact avec la plupart des chefs d'État parce que je les connaissais avant. Ils ont pratiquement tous reporté à l'année prochaine en remplaçant l'événement par une prise d'armes dans les capitales. Nous ne sommes pas exceptionnels. Le corona peut nous frapper comme les autres. L'autre argument que nous avons avancé au chef de l'État, c'est de dire: il y a l'argument sécuritaire. Il y a encore 1 an et demi, on se disait à Banfora, à Saint-Loup, à Nyangoloko, à Lumundara, on se disait non, nous on est à 1000 km de là où les djihadistes frappent. Mais on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire ça parce que Yendere, qui se trouve à une 60aine de kilomètres de Banfora, a été attaqué 3 fois. Moussodougou a été attaqué avec deux morts en prime. Il y a eu la prise des Chinois à Sidradougou. Mangoudara, à 105 km de Banfora, a été attaqué. Puis la forêt ivoirienne de la Comoé, c'est pas si loin que ça de Banfora. Donc, nous avons avancé comme argument que vraiment, nous ne sommes pas en mesure de supprimer les attaques terroristes, mais il faut préparer la fête en fonction de ça, c'est-à-dire avec des prévisions très très précises sur les mesures sécuritaires à prendre, ce qui ne semble pas être le cas, en tout cas suffisamment pour le moment. Et donc il y a l'argument électoral. Donc c'est toute une série de raisons que nous avons avancées en disant reportons, comme on l'a déjà fait dans le passé, les manifestations à l'année prochaine. D'autant plus, et ça c'est un argument clé, qu'il n'y a rien qui est prêt à Banfora. Si vous allez à Banfora aujourd'hui, vous verrez des caniveaux partout, aucun n'est comblé. Et le plus grave, c'est qu'alors que les entreprises, normalement, quand vous faites les caniveaux, vous prévoyez des passerelles pour que les gens puissent entrer chez eux. Mais il n'y a aucune passerelle dans la ville de Banfora. Chacun est obligé d'acheter les planches pour mettre devant chez lui. On nous a promis du goudron à Banfora, Nyangoloko et Saint-Loup. Il n'y a pas encore 1 mètre de goudron, ni à Banfora, ni à Nyangoloko, ni à Saint-Loup. La cité des forces vives,
même si le gouvernement peut maintenir, c'est pas nous qui décidons. Nous donnons de la voix et nous exprimons, c'est un mouvement citoyen, mais c'est le gouvernement qui décide. Le gouvernement peut décider de maintenir la fête, ça, il n'y a pas de... Mais au moins, nous aurons dit ce que nous pensons. Cette cité-là, il n'y aura pas 10% des villas qui seront prêtes. Il suffit d'aller d'entrer à Banfora, surtout qu'on a exigé de ceux qui investissent au bord du goudron que ce soit au moins à niveau. Rien ne sera prêt. La salle de conférence, la salle polyvalente, c'est au niveau des finitions, mais vous savez tous, vous avez construit comme moi vos maisons, vous savez que c'est les finitions qui durent le plus, c'est pas le fait de monter les murs. Ça. On a prévu une auberge spécialement, les fonds sont fournis par la Caisse nationale de sécurité sociale. Il n'y a pas encore une pierre déposée. Et le 12 octobre, les chefs traditionnels, les chefs terriens des Kribina, où on doit ériger l'auberge, ont écrit pour dire qu'ils s'opposaient à la construction de l'auberge, parce qu'on ne les a pas consultés. Etc., etc., etc. On n'est pas prêt pour ça. Objectivement, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et nous ne trouvons pas vraiment que ce soit... pourquoi on est si pressé qu'on ne puisse pas attendre un an supplémentaire et bien préparer la fête? Si on veut faire une fête, il faut que ça vaille le coup. Donc notre argument, c'est vrai, il y a les élections, il n'y a pas que les élections. On va aller peut-être point par point pour la question des élections. C'est vrai qu'on n'a pas, comme certains pays, une date qui est constitutionnelle. Pour nous, c'est avec l'évolution des choses souvent. Donc, il y a des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Ah non, mais c'est pas ça. Rien que le délai, c'est-à-dire surtout pour les chefs de l'État, la Constitution ne prévoit pas une date précise, mais en disant 5 ans, si vous avez fait les élections une année, vous savez en gros ce qui va advenir pour le mandat suivant. C'est clair, mais bon, pour certains, c'est clair, c'est dernier samedi du oui, il y a des donc, pays où c'est très précis, au jour près. Voilà. Nous, on n'est pas dans ce cas-là. Non, mais on n'a pas été vigilants. Voilà. Ça, c'est nous tous, hein, c'est pas le gouvernement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire, on n'a peut-être pas fait les probabilités pour prendre le problème un peu plus tôt. Oui. Ça, c'est un fait. Et puis, deuxièmement, il y a l'aspect sécuritaire que vous mettez en avant. Moi, la question, je vous la retourne. Est-ce que ça ne serait pas aussi un message que de tenir à Banfora pour dire que, parce que c'est fort des symboles, quoi qu'on dise le 11 décembre, est-ce que c'est pas un message dans le contexte dans lequel on est pour dire on continue, on tient debout? Mais l'État ne fonctionne pas avec des messages ou on ne fait pas le brave avec les terroristes. On ne fait pas le brave avec les terroristes. Ce que vous dites, c'est vrai, mais supposons qu'il y ait une attaque, on fait quoi? On ne peut pas prendre ce genre de risque-là. Mais qu'est-ce qui dit que l'année prochaine, ça ne sera pas la même chose? Non, parce que c'est ça notre argument, c'est de dire, si c'est vraiment l'an prochain, on prépare la fête avec la donne sécuritaire. Ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. On n'a pas suffisamment pris en compte la donne sécuritaire. Si vous allez dans Signana, où il y a eu une des attaques, c'est à 5 km du centre-ville de Banfora. Donc, nous ne disons pas que c'est... garantie que l'an prochain, il n'y aurait pas de... Le problème sécuritaire sera toujours là, mais la manière de l'entreprendre ne sera pas la même. C'est d'ailleurs assez étonnant pour quelqu'un comme vous qui est en train de sillonner tous les Burkina, en train de battre campagne aux côtés d'Edi Komboyego. Les mêmes raisons sécuritaires pouvaient être évoquées. Pour dire que le fait de mobiliser les populations, c'est aussi un risque pour des attaques terroristes. Oui, sauf que dans le cas de... En quoi c'est différent de non, c'est différent parce que ça, c'est l'État qui a décidé. C'est l'État qui a décidé que ce serait à Banfora. C'est l'État qui a décidé que malgré les élections, on va faire, malgré la crise sécuritaire, on va faire les élections. L'État ne peut pas reculer sur ce plan, mais ici l'État peut reculer. On a entendu des gens désapprouver ce choix du gouvernement. Oui. Vous, on ne vous a pas entendu le faire. Non, mais je reconnais que... Je vous dis que je suis parmi les organisateurs. Probablement, s'il n'y avait pas eu l'histoire du corona, on n'aurait pas réagi comme ça. Mais c'est ça qui a été le fait déclencheur chez nous de la réflexion, en disant, finalement, et puis, c'est quand on s'est aperçu que rien n'avançait véritablement sur le terrain. Parce qu'il y a eu beaucoup de retard
Il suffit, je me suis arrêté à Bobo discuter avec les opérateurs économiques, parce que les opérateurs économiques qui ont été plus ou moins sollicités pour construire la cité, ils m'ont expliqué à Bobo Dioulasso le dimanche dans la matinée que pour chacun, il faut au moins un investissement entre 75 et 100 millions de francs. Et eux-mêmes, beaucoup parmi eux souhaitent qu'on reporte parce qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est vrai que nous avions pensé que l'avancement des travaux serait beaucoup plus rapide que ce qu'il ne l'a été. Je me rappelle que le 10 octobre dernier, il y avait une mission du ministère de l'Habitat pour voir un peu comment les choses évoluaient. Et vous allez voir le point même qui est fait sur gov.bf. Parce que si je prenais par exemple un média, on allait dire que bon, souvent quand nous y allons, on fait le constat qui nous plaît ou bien selon la commande. Ils disent, après 5 minutes d'entretien, ils prennent la direction du quartier Kiribini où 200 logements entièrement achevés trônent fièrement à la satisfaction des visiteurs du jour. Ça c'est sûr. Je rappelle, c'est sur gov.bf, vous pouvez y aller. Et sur ce site, c'est la Société nationale d'électricité Sonabel qui s'attelle pour l'électrification de la cité, qui va accueillir les festivaliers le 11 décembre. Je continue un peu sur d'autres éléments. On parle, il est 13h quand ils arrivent sur le chantier de la salle polyvalente. C'est une imposante bâtisse où les ouvriers sont mobilisés pour les finitions de la toiture et on parle de ce chariot qui sera livré forcément donc à date. Et puis bon, il rassure que tous ces 3 chantiers, parlant des grands, c'est-à-dire que la cité, la salle polyvalente et puis je pense que c'est le troisième, ça, ma mémoire va il rassure que tous ces 3 chantiers qui entreront dans le quotidien des populations seront livrés à temps et de très bonne qualité, car c'est le défi que les premiers responsables du ministère se sont fixés avec les nouvelles formules des ouvrages depuis Gawa 2017. Alors donc on n'est pas sur la même planète. On n'est pas sur la même planète. C'est du gouvernement. Bien sûr, c'est le gouvernement. J'ai été ministre 5 ans. Je sais très bien ce qu'on fait dans ces cas-là. Le gouvernement ne peut pas ne pas bien présenter les choses. C'est pas possible. Mais je vous invite à aller à Banfora. Vous allez constater par vous-même. Je vous invite là-bas et vous verrez. Et puis, ça dépend aussi de la perception que la population en a. Pour la population, ce que la population va remarquer le plus, de toute façon, c'est le goudron. Parce que c'est là qu'on va défiler. Il n'y a pas encore un mètre. Mais on ne va pas mettre du goudron. Si on met le goudron dans la précipitation, puisqu'il n'y a pas encore un mètre installé, ce n'est pas du goudron qu'on va faire. Dans 2 ou 3 ans, on va recommencer. Il n'y a pas encore un mètre de goudron. Il n'y a pas de goudron. À Banfora. Ni à Banfora, ni à Sendou, ni à Nyangoloko. J'ai été à Sendou, c'est pareil. Sendou, même les caniveaux, sur l'avenue où on va mettre le goudron, les caniveaux ne sont pas achevés. Ce n'est pas raisonnable, ce qu'on veut faire là. Mais je répète, ce n'est pas nous qui prenons la décision. Le gouvernement peut toujours décider, mais en tout cas, au moins cette fois-ci, on se sera exprimé. Mais depuis qu'on fait la célébration tournante de ce 11 décembre-là, pratiquement, il n'existe pas une seule année où véritablement on a pu aboutir. C'est là qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est sérieux ce qu'on fait? On ne peut pas dire, comme chaque année, il y a les mêmes problèmes, donc ça se justifie. Non, ben justement, il faut s'arrêter, mener une réflexion. Je sais que le ministère a commencé à réfléchir justement au MATDC à propos de ça. On peut pas dire, c'est comme certains nous disent, non, oui, ailleurs c'est comme ça. Mais ailleurs, si les gens avaient détourné l'argent pour faire la fête, est-ce qu'on allait nous demander de détourner l'argent pour faire la fête? Non. Non, on ne peut pas développer le pays par approximation, par à-coup. C'est-à-dire, pour chaque projet, on se dit, bon, oui, on a des réalisations à faire. L'essentiel, c'est les démarrer. Puisque c'est l'idée de beaucoup de gens, c'est de dire, bon, c'est pas grave, on fait et puis on va continuer après. Ah non, si c'était comme ça, c'était pas la peine de fixer l'objectif. On ne peut pas se dire, on va faire la fête quand même et puis on va terminer après. Mais non, ce n'était pas le but. Il faut s'en tenir au but fixé et l'atteindre. Et ça, il ne sera pas atteint. C'est clair qu'il ne sera pas atteint. C'est vrai pour Banfora, mais même pour les autres villes qui ont pu accueillir, les autres régions, quand on est allé, ça a été toujours comme ça. Il y a beaucoup de gros œuvres qui sont restés par Oui, mais mon problème, c'est justement quand vous dites que ça a toujours été comme ça. C'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et nous on s'est dit, il faut qu'on réagisse. On ne se fait pas beaucoup d'illusions. Il est possible que le gouvernement dise oui,
on va reporter. Mais il est possible aussi que le gouvernement dise non, malgré tout, on va faire. Mais au moins, on se sera exprimé et au moins, on aura attiré l'attention de tout le Burkina sur ce point précis qui est qu'il ne faut pas programmer les événements quand on n'est pas prêt. C'est pas raisonnable. Vous savez, cette histoire des fêtes dans les provinces, ça n'a pas commencé ici. C'est une idée d'Houphouët-Boigny. C'est une idée d'Houphouët-Boigny au milieu des années 60 qui voulait développer les différents cercles. C'est lui qui a commencé. Mais lui, moi je me rappelle, en août 68, je me suis retrouvé à Bouaké pour un camp de chef scout. Et là-bas, c'est le 7 août, la fête nationale. Et les gens défilent par ethnie. À l'époque en tout cas. Et moi je me suis retrouvé là-bas et ce jour-là on a arrêté les activités de la formation scout. On a été pour assister au défilé. Et quand j'ai vu, parce qu'il y a beaucoup de Selufo en Côte d'Ivoire, quand je les ai vus défiler, moi je me suis mis à défiler avec eux. Et on s'est renseigné déjà à cette époque. Houphouët-Boigny faisait tous les 2 ans, c'était pas chaque année. C'est-à-dire tous les 2 ans, la fête avait lieu dans la capitale, ce qui donnait toujours 2 ans au cercle pour préparer la manifestation. C'est-à-dire, une année sur 2, vous avez la fête, si c'était ici à Ouagadougou, et l'année suivante, on fait en province. L'année qui suit après, à Ouagadougou encore. Ça donne 2 ans. Visuellement, en 1 an, on ne peut pas faire tout ce qu'on a prévu. Là. Donc, à mon avis, l'action que nous avons entreprise, c'est pour tout le pays. Il faut que ça amène une évaluation de la manière dont on entreprend. L'idée est très bonne. Mais il faut que ce soit sérieusement exécuté. Est-ce que vous avez... Bon, Bernard, allez-y. Bon, je suis sur la page de la GTIB, donc il partage une publication du ministère des Infrastructures du Burkina Faso qui dit une publication il y a un jour, fin du 11 décembre à Banfora, fin des travaux de revêtement de l'axe du défilé, très bientôt pour le revêtement des autres voies de la ville. Alors la fête c'est le 11 décembre. Est-ce que les ingénieurs également ont pu vous dire qu'à ce stade-là, à la date du 11 décembre, les autres rues n'auront pas le macadam? Il n'y a rien. Moi, je vous dis, je viens de là-bas. Je suis là-bas tous les jours. Il n'y a rien qui est fait. Donc les photos qui sont sur la page du ministère sont mais c'est pas vrai. Allez-y, vous allez voir. Vous appelez un de vos amis à Banfora, dites-lui d'aller regarder l'avenue sur laquelle le goudron doit être posé. Quant aux autres rues, il n'y a rien. Saint-Loup, c'est pareil. Il n'y a que des... Quand vous allez à Banfora, ce qui vous frappe actuellement, c'est des caniveaux partout. Qui empêchent les gens d'accéder à leur domicile. Et ils ne peuvent pas accéder parce que je n'ai vu nulle part où les entreprises ont fait les passerelles pour les maisons. J'ai mon fils qui vit là-bas. C'est moi qui l'ai aidé à acheter les planches il y a 3 jours pour qu'on puisse passer parce que je ne pouvais pas accéder à sa maison. Pour la suite, pour les travaux, il faut reconnaître qu'effectivement beaucoup avaient dénoncé les travaux à la va-vite qui font qu'il n'y avait pas d'ouvrage de qualité. Et donc, ce qui fait que certains ouvrages et certaines infrastructures sont livrés après le 11 décembre. Il y a le macadam à Combisserie, vous avez à Pau, le stade provincial de Pau, la voirie à Combisserie, comme je l'ai dit, ce sont des voies qui ont été livrées, des infrastructures qui ont été livrées après le 11 décembre et qui sont de qualité. Gawa, qui a été célébré avant Manga, c'est cette année que la salle polyvalente est terminée et n'est même pas encore réceptionnée. Et donc, prendre du temps pour faire toutes les infrastructures ne peuvent pas être terminées à bonne date, mais il faut mettre les moyens pour qu'on ait des ouvrages de qualité plutôt que de faire de l'embellie juste pour la fête. Alors, Banfora aussi, ce n'est pas encore terminé, mais ils sont également dans la même logique. Selon le comité d'organisation, c'est dans la même logique de changer la façon de faire. Qu'il n'y ait rien à Banfora ne voudrait pas dire que dans 2-3 ans, les ouvrages qui étaient prévus ne vont pas être livrés comme Gawa ou comme à Manga, ou les autres villes. J'ai dit Pau c'est un stade, ce n'est pas à Manga, Pau c'est pas Manga, Combisserie c'est pas Manga, mais c'est dans la même région du centre-sud. Non, c'est clair que... Nous avons estimé que Manga c'était relativement bien. Mais nous sommes voisins à Gawa. Et on voit ce qui se passe à Gawa. Même les autorités savent qu'elles sont gênées d'aller inaugurer aujourd'hui des infrastructures à Gawa qui étaient prévues pour 2017. C'est ce que j'ai dit. C'est pas raisonnable. On ne peut pas continuer comme ça et on ne peut pas... Est-ce que ce sera ça le pays émergent? Mais est-ce qu'en un an, ces ouvrages-là, on peut les faire pour avoir des ouvrages de qualité aussi? Mais en tout cas... Ça veut dire qu'il faut Boigny a pris du temps. Donc, oui, il prenait 2 ans, mais en tout cas... Oui, mais en tout cas, 1 an supplémentaire
permettra de mieux faire ce qu'on est en train de faire. Un an supplémentaire, c'est juste pour la fête, pas pour les ouvrages. Non, la fête peut se faire, les ouvrages après, parce que Gawa c'était en 2017, 2 ans après, et comme on appelle ça, j'ai dit à la salle polyvalente qui est livrée, à Garango, la maison de jeunes, pour le 11 décembre 2019, est en construction. Mais c'est pour le 11 décembre 2019, mais qui est toujours en construction. Il faut a pris 2 ans pour mieux faire. Tout le monde avait dit en un an, on ne peut pas déposer toutes ces infrastructures-là pour que ce soit de qualité. Et on l'a vu dans d'autres localités. Et donc, la donne a changé au niveau du comité d'organisation. Un an, c'est vrai. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Mais je sais qu'au moins, pour avoir discuté avec les opérateurs économiques à Bourg le dimanche, ils estiment que s'ils ont vraiment 1 an, ils peuvent bien faire le travail qu'on leur demande. Oui, mais ils continuent de faire le travail, mais après la fête, pour entrer dans les 1 an et puis livrer l'ouvrage. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'était pas de démarrer. Si c'est ça, on n'a pas besoin du 11 décembre. Dans ce cas, il fallait faire ça chaque 2 ans. Voilà. C'est-à-dire que je pense que la réflexion doit aller vers ça. C'est-à-dire arriver à un moment donné où il ne faut pas fixer la fête chaque année. Parce que visiblement, ça ne sera jamais prêt. Mais ça au moins techniquement, c'est même pas possible. Ça ne sera pas possible. Et avant, les premières célébrations ont commencé sous le Premier ministre Arthur Zongo. Nous, ce qui nous avait été annoncé, c'est d'abord au niveau des chefs-lieux des régions. Après, on fera également le tour des 45 provinces, province après province. Mais après l'insurrection, les uns et les autres ont commencé à dire non, pas question que ce soit seulement la région, il faut que les autres provinces gagnent. Non. Effectivement, dès lors que la donne a changé, il fallait peut-être rallonger le délai. Là, je suis d'accord avec vous qu'il fallait peut-être aller sur 2 ans, sinon à l'échelle provinciale et régionale pour les infrastructures, mobiliser les ressources et les hommes, alors qu'un an après il faut aller dans une autre région, techniquement c'était pas faisable. Là je suis d'accord avec vous qu'il faut penser à améliorer les délais. Vous savez, nous-mêmes au départ, parce qu'il y a eu quelques tiraillements bien sûr pour la distribution, les infrastructures et les équipements. Et pour moi au départ ça devait être Banfora pour l'essentiel. On se concentre sur Banfora, ça ne peut pas empêcher de prévoir d'autres choses pour Sendou. Mais les populations sont manifestées, on l'a vu à Combisri, on l'a vu à Kaya, où ceux de Boulissa ont même barré la route pour dire personne ne quittera Boulissa pour aller à Kaya. Je suis d'accord, mais il y a l'État. L'État, ce n'est pas une personne contre laquelle on peut se fâcher. Ça ne marche pas comme ça un État. Il revient à l'État de s'imposer. L'État planifie et il s'impose pour réaliser. Je sais bien que les populations... Quand ça a commencé, les gens de Saint-Loup, l'autre province qui est à une 50aine de kilomètres de Banfora, ont commencé à réagir, c'est chez moi. On a commencé à réagir en disant mais pourquoi ça doit être Banfora seulement? Nyangoloko, qui est la 2e ville de la région, même si ce n'est pas un chef-lieu de province, ça a été la même réaction. C'est ça qui a amené finalement à dire bon, on a fait une liste de réalisations et à les distribuer. Même pour le goudron, moi je n'avais pas pensé qu'on va mettre du goudron à Saint-Loup. Mais quand on nous a dit qu'il y aura du goudron à Saint-Loup, les gens attendent le goudron. Lequel goudron ne sera pas mis le 11 décembre? Clair. Mais il va venir plus tard. On n'a pas besoin du 11 décembre pour ça. On n'a pas besoin du 11 décembre pour planifier du goudron à Saint-Loup. Est-ce que l'essentiel, ce n'est pas les initiatives de développement plutôt que d'arrimer cela à la célébration? Mais dans ce cas, il ne faut pas arrimer ça à la célébration. Mais justement, c'est ce langage-là d'ailleurs qui est en train de prévaloir au milieu du comité d'organisation. Envisager beaucoup plus les aspects de développement plutôt que de se concentrer sur la fête qui devrait normalement avoir lieu seulement dans la capitale de la région. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, où je suis d'accord avec Mélégué, c'est qu'effectivement, on aurait pu changer les délais, dire bon, maintenant on fait chaque 2 ans pour que les autres provinces qui devaient avoir une infrastructure par-ci, une infrastructure par-là puissent être effectivement prises en compte. Sinon, 1 an, techniquement, c'est pas possible. Donc les populations aussi doivent comprendre que s'il y a des grosses exigences, il faut aussi des gros délais. Non, moi là-dessus, j'ai aussi un avis. Bon, je pense que les célébrations sont devenues, ça on l'a compris. On a plusieurs fois reçu le gouvernement sur ces questions. On a plusieurs fois questionné là-dessus. Dans l'esprit, c'est que c'est une opportunité pour focaliser un certain nombre de projets de développement sur des espaces qui sont tournants. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que ça se termine avant ou que les travaux continuent pendant ou après, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est que le prétexte permet, parce que moi j'ai pu chaque année là aller avec certains opérateurs, c'est-à-dire dans des contextes différents, notamment ceux du secteur bancaire, ceux de beaucoup d'autres domaines. Et à chaque fois quand vous arrivez, il y a des échanges avec les forces vives, il y a plein de choses. C'est-à-dire ça devient un élément motivateur qui permet à tous
ces secteurs-là, qui sont assez différents, de venir discuter et d'enclencher un certain nombre de projets. Donc ça ne s'arrête pas avec la fête. Oui. Maintenant, si on veut que ce soit chaque 2 ans, ça veut dire que chaque 2 années, on perd 1 an à pouvoir se focaliser sur des espaces dans lesquels on pourrait booster un certain nombre d'éléments. Parce qu'on veut faire la fête avec du goudron qui est là et avec des infrastructures qui sont déjà construites. Alors qu'on sait que les gros ouvrages, ça veut dire que si on décide de faire maintenant chaque 2 ans, on ne prendra en compte que des ouvrages qui prennent 2 ans de construction. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tout gros ouvrage ne pourra plus entrer dans la question du 11 décembre. Non, ça veut dire que c'est là où il y a la différence entre vous et moi. C'est que il ne faut pas substituer la fête du 11 décembre à ce que l'État devrait faire comme planification du développement du pays et d'aménagement du territoire. Ce que vous dites là, c'est vraiment l'aménagement du territoire. Il n'y a même pas de lien avec le 11 décembre, c'est pour le symbole simplement qu'on a fait le lien, mais l'État devrait faire ce que vous faites là, planifier, aller un peu partout, etc., pour développer le pays, 11 décembre ou pas. Mais dans ce cas, il ne faut pas lier les deux choses. Non, mais n'empêche qu'il y ait des prétextes. On n'a pas besoin de prétextes. Le PNDS n'a pas besoin de prétextes. Nous sommes d'ailleurs dans la dernière. Ça se fait concomitamment. C'est l'avant-dernière ville. Après Banfora, c'est Tignaret. Et puis c'est fini. Il y aura maintenant une évaluation. Parce que normalement, après, les régions devraient aller à l'échelle province. C'est ce qui avait été dit au départ. Le ministère a commencé, parce que je suis en contact avec nombre de personnes, le ministère a commencé, au vu justement de toutes ces difficultés-là, à faire une évaluation et à voir comment rectifier un certain nombre de choses. Mais quand on dit rectifier, c'est qu'on est d'accord que ça ne va pas. Sinon, il n'y a rien à rectifier. Ce que vous dites est intéressant, mais est-ce que l'État dispose des 2 budgets pour réaliser le développement? Non, mais c'est pourquoi il faut s'en tenir au budget de l'État et au plan que le gouvernement a fixé. Si c'est bien fait, on n'a pas besoin même du 11 décembre pour aller construire le goudron à Saint-Loup. Ça doit être prévu dans le plan. Et surtout si on sait qu'on ne peut pas terminer, il ne faut pas lancer l'idée parce que vous savez bien que la population va vous critiquer finalement. Et la même population qui a applaudi quand vous avez été posé la première pierre, c'est la même population qui va vous critiquer l'année qui va suivre parce que vous n'avez pas pu réaliser. Est-ce que vous qui êtes dans une dimension d'homme d'État, vous ne jouez pas le rôle de citoyen lambda qui se met à protester sans véritablement comprendre les enjeux? Est-ce que ce n'est pas le contraire que vous devriez faire, c'est-à-dire informer les populations, les sensibiliser sur les enjeux donc de ce type de choix pour leur faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'arrimer la célébration de la fête avec... Non, ce n'est pas les populations, c'est par l'État qu'il faut commencer, c'est le gouvernement qui devrait comprendre ça. Avant d'arriver aux populations, c'est le gouvernement qui doit se dire... Oui, il y a un aménagement du territoire. Cet aménagement du territoire, il ne faut pas le fixer avec des éléments purement cosmétiques. C'est vraiment ce qu'il y a à faire pour une région donnée. On planifie et on réalise. Qu'un événement puisse venir booster, comme il disait, bon, je ne suis pas contre, mais ce n'est pas l'essentiel. Quand on fixe le 11 décembre, il faut toujours se mettre dans la tête que ça peut induire des activités de développement, ce n'est pas le but. C'est pas le but. D'accord, on a moins de 5 minutes à passer ensemble. Est-ce que vous avez entrepris des audiences avec le chef de l'État? Non. Je ne vais pas rentrer dans ça. Non, on n'a pas demandé une audience avec le chef de l'État parce que ça pouvait prendre du temps. Et nous, il fallait qu'on réagisse parce qu'on s'approche de la date. Et dans la période actuelle, c'est difficile d'avoir une autorité quelconque. Tout le monde est en train de battre campagne. Ce que je n'ai pas accepté, c'est ce qui me disait, il faut diffuser. Parce que ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la pétition, c'est l'annonce de la pétition. Je vous ai amené la pétition ici, elle-même. Et ce que j'ai refusé, c'est quand on me disait il faut diffuser ça sur les réseaux sociaux. J'ai dit non, ce n'est pas respectueux pour le chef de l'État. Par considération pour lui, il faut qu'il ait reçu ça avant qu'on ne diffuse ça sur les réseaux. Ça, j'ai été catégorique. Et effectivement, avant d'aller à Banfora mercredi dernier, j'ai tenu à ce que ça lui parvienne. J'ai fait venir j'ai appelé son aide de camp pour lui remettre, pour lui faire remettre ça, pour être sûr qu'il va recevoir ça avant. Donc, nous ne diffuserons pas ça avant demain. C'est-à-dire que demain, ça, c'est par respect pour le chef de l'État qu'on l'a fait. Si on lui demandait, même si vous demandez une audience au président actuellement, il va vous recevoir quand? Donc c'est pour cette raison qu'on ne l'a pas fait. Mais en même temps, j'ai tenu à aller discuter avec le Premier ministre. Avant même ça,
J'ai été discuter avec lui. Mais quand on a commencé à discuter, au bout d'un certain temps, il m'a dit qu'il nous a donné raison. Qu'il décide après de maintenir la fête, ça c'est pas notre problème. Mais il y adhère, vous voulez dire? Non, sur le fond, il adhère. Sur le fond, je dis bien sur le fond. Il adhère, mais la décision ne lui appartient pas, il sait bien. On est dans un système qui fonctionne comme ça, et je le connais trop, ce système. Donc, j'ai été discuter avec lui. J'ai eu un échange avec le MATDC. Et ils sont d'accord. Lui, le MATDC, il est d'accord sur certains points. Il y a d'autres où il trouve que notre argumentation est plus contestable. Mais par exemple, lui, il insiste sur la coïncidence avec la campagne électorale en disant c'est vrai, visiblement, c'est pas maintenant qu'on peut préparer le 11 décembre. C'est à la dernière minute. Tout ce qu'on pouvait faire là, même la Sonabel dont vous parlez, en tout cas, c'est après ce que les entrepreneurs m'ont dit. Vous savez, j'ai passé une semaine à Banfora sans pouvoir, on ne pouvait pas se laver parce qu'il n'y a pas d'eau. Il y a des coupures d'eau à tout moment. Précisément à cause des travaux. À cause des travaux. J'ai fait près d'une semaine là-bas, on ne pouvait pas se laver. Et on est obligé d'aller acheter l'eau dans les barriques pour pouvoir se laver. Non, ce n'est pas raisonnable ce qu'on veut faire. Mais je répète, la décision, elle appartient au gouvernement. Mais nous, on aura dit ce que nous pensons. On comprend surtout que vous n'êtes pas dans une posture de confrontation avec le gouvernement. Vous savez, moi, je me considère toujours d'abord au niveau de l'État. Et je considère que quand je fais quelque chose, ça doit contribuer à faire avancer les choses, pas les faire reculer. Donc, ce n'est pas une question de... Et puis, nous ne sommes pas en mesure, en tant que citoyens, de nous mettre en confrontation avec l'État, surtout pas avec le chef de l'État. Donc, ce côté-là, vraiment, je rassure tout le monde, il n'est pas question D'accord. On n'est pas là pour gêner le gouvernement. Si je peux vous montrer les messages qu'on reçoit de partout, des États-Unis, d'Allemagne, même des gens qui ne vivent pas ici, vous serez surpris. D'accord. On va demander à la régie de nous accorder une minute pour qu'on tire un regard sur cette initiative. Bernard, rapidement, en 30 secondes. Oui, ce que je peux dire, c'est un regard aussi qui est pertinent, mais qui mérite aussi d'être regardé, mais qui arrive pratiquement à la fin des célébrations, parce que après Banfora, c'est généré, puis c'est fini, la boucle est bouclée, donc il faut repartir aujourd'hui. Ça tombe bien que le ministère également ait enclenché les évaluations. Je pense que ça va être mis également dans le panier. Ça vient aussi, il faut dire, un peu en retard dans l'initiative, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas en une année réaliser toutes ces infrastructures qui doivent concerner aussi des provinces. Que les populations aussi acceptent que si elles ont besoin d'un bout de goudron ou d'un ouvrage dans leur localité, que ces ouvrages viennent après les festivités. Il y a cette réalité aussi qu'il faut savoir prendre en compte, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'interpellation là-dessus. Je vous Vaha. Oui, il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés qui, ma foi, montrent aussi que c'est un peu difficile. On l'a compris avec la question de ces élections-là et de la campagne. Nous tous journalistes, on s'est dit, bon, écoutez, le 11 décembre, comment est-ce que ça va se passer si. Donc, d'une façon ou d'une autre, il y a ces questions légitimes-là qu'on se pose. Maintenant, je suis d'accord avec Bernard, c'est la réalité que c'est un prétexte pour lancer un certain nombre de projets, mais je crois aussi qu'il y a un minimum qui doit être réalisé avant la célébration pour que la fête soit belle, parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit. Si vous décidez de commencer à l'année N-1, N-2, il y a un minimum d'ouvrages que vous devez être à même de présenter à ces populations. Je pense que tout se tient. D'accord. Merci à tous les deux pour ce regard. On ne sait pas comment on signe la pétition, rapidement. Alors la pétition, elle est sur les réseaux sociaux. On a une liste qui est ouverte à Ouaga, il y a une qui est ouverte à Bobo, il y a une qui est ouverte à Banfora. Et puis maintenant, dans les différentes localités, on s'est concentré sur les ressortissants. Mais nous avons bien dit que c'est ouvert, ça concerne toute la population. Ceux qui veulent peuvent signer. Alors actuellement, donc on récolte. Aujourd'hui, on a réunion à 10h là, pour faire le point sur les listes. Et qu'on va transmettre au chef de l'État également. Merci à vous, Excellence Mélégué Traoré, d'être venu devant notre tribunal de l'actualité pour nous entretenir sur donc cette initiative de vœux et de souhaits de report de 11 décembre à Banfora. Mesdames, Messieurs, on espère que vous avez tiré en tout cas d'utiles informations. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre et que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.